Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co dédiée aux plateformes de streaming et aux séries qu'on adore regarder dessus. Et le moment est enfin arrivé, ça fait des semaines que je vous tease cette émission, elle a failli ne jamais se faire, mais on va enfin parler d'Empathie, la série surprise de l'année, série feel good dans un sens, un peu dépressive dans un autre, mais en tout cas qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Et pour faire cette émission, il me fallait en fait tout simplement les bons invités. Il a fallu les réunir, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais ils sont là aujourd'hui. Tout d'abord, Margot Barragan. Salut Margot. Salut. Journaliste indépendante, spécialiste du cinéma et des séries. On peut te lire dans 3 couleurs et depuis peu sur Le Monde aussi. Tout à fait. Sur le site, je ne sais pas si c'est dans le journal aussi. C'est aussi dans le journal. C'est aussi dans le journal. Ça fait des coupures de journaux à garder pour l'histoire derrière, pour la postérité. Et puis en face, il y a Florian Kess. Salut Florian. Salut. Journaliste pour Tétu, spécialiste des séries. Tout à fait. Culture spécialiste des séries, entre autres. 2 piliers donc d'épisodes suivants, vous les connaissez bien. Pour une émission qui me tenait à cœur, c'est parti pour parler d'Empathie. L'une des meilleures séries de l'année est donc canadienne et même plus précisément québécoise. Voilà, c'était pas forcément dans mon bingo streaming de 2025, mais c'est bien aussi les surprises de temps en temps. Empathie a pris de court pas mal de monde, on va pas se mentir, c'était pas la série la plus attendue de l'année. Les 10 épisodes ont été diffusés sur Canal+ à partir de la rentrée et c'est devenu un petit phénomène, on va en parler justement. Mais déjà Florian, est-ce que tu peux nous résumer la série pour celles et ceux qui justement n'auraient pas encore vu Empathie? Ouais, alors c'est l'histoire du coup de Suzanne, qui était une ancienne criminologue qui s'est reconvertie en tant que psychiatre. Et elle est embauchée du coup à l'hôpital psychiatrique de Mont-Royal, à Montréal. Et va la suivre tout simplement dans sa vie. Donc globalement, il va y avoir sa vie privée, la vie avec ses patients et la vie avec ses collègues, et notamment Mortimer, qui va être son binôme en fait dans cette nouvelle aventure. Et ça va l'amener dans plein de directions assez imprévisibles, on va dire. Comment on peut décrire Empathie, Margot? Est-ce que c'est une série comique ou pas? Ah oui, c'est une comédie assumée, mais voilà, c'est quand même sur le sujet des pathologies mentales lourdes, parce qu'en fait, l'établissement dans lequel Suzanne, qui s'appelle Suzanne Bien-Aimée, on adore ce nom de famille, assez un aptonyme, comme on dit, Suzanne Bien-Aimée, elle suit en fait des gens qui ont été condamnés mais jugés non responsables de leurs actes. Donc des gens qui ont quand même des pathologies extrêmement lourdes et qui ont commis des choses absolument affreuses. Et en fait, elle va essayer, ce qui est génial dans la série, c'est qu'elle va essayer de reprendre un petit peu leur traitement avec une approche peut-être un peu différente et pas uniquement médicamenteuse lourde. Et on va en apprendre plus aussi sur le parcours de chacun des patients. Alors ça fait un matériau sériel excellent, puisqu'en fait on a des petites histoires dans la trame narrative plus générale. Mais c'est des histoires assez lourdes. Et ce qui est assez génial, c'est comment la série alterne entre vraiment des moments de pure comédie. Et je pense notamment à l'ouverture où, coup sur coup, Suzanne Bien-Aimée marche dans une poutine froide, puis s'éclabousse son chemisier clair de sang menstruel. Quand même, il faut le savoir. Mais c'est hilarant. Probablement la meilleure intro de série de l'année dans tous les cas. Et en même temps, voilà, on va parler de troubles schizophréniques, de paranoïa, de mythomanie, de manipulation, de sociopathie même. Donc vraiment, c'est très lourd, mais j'aimerais que les gens comprennent que c'est aussi une série extrêmement lumineuse. Effectivement, c'est là qu'on comprend le sens du titre de la série, donc Empathie. Jusqu'à quel point peut-on entrer en empathie avec des gens qui ont commis des crimes, qui ont parfois tué des gens, mais qui ont des problèmes psychiatriques, et donc il faut aider et accompagner. Je vais couper court au suspense, il n'y aura pas vraiment de débat sur le plateau cette semaine, puisque Florian, tu as aussi On est plutôt d'accord. aimé Empathie. Pour quelles raisons, tous les deux, on va commencer un peu à détailler vos avis. Pourquoi est-ce que vous avez aimé Empathie? Florian, tu commences. Je pense déjà pour toutes les raisons qu'a évoqué Marion, c'est une série... Margot, pardon. Oh là là. Margot qui a évoqué donc en fait toutes les thématiques qui sont englobées dans cette série en seulement 10 épisodes. Il y a différents aspects qui sont touchés, souvent liés quand même à la santé mentale. Il y a aussi une thématique que tu n'as pas évoquée, mais je trouve que c'est pour moi la plus profonde, on va dire, évoquée, c'est vraiment le deuil. En fait, parce que ce personnage-là, c'est pas vraiment un spoil, on l'apprend dès le premier épisode, mais c'est creusé au fil de la saison. C'est quelqu'un qui a eu une perte, qui a perdu sa partenaire. Et la saison, ça va être sur comment elle va essayer de se reconstruire, donc à travers un nouveau métier, mais aussi à travers des nouvelles relations, notamment sa rencontre, donc le personnage que j'ai évoqué de Mortimer, qui va l'amener en fait dans des directions assez différentes, qui va l'amener à se questionner, à s'interroger, et à enfin peut-être arriver à faire son deuil.
Mais je trouve aussi l'aspect qui est hyper intéressant avec cette série, c'est sa poésie qui transparaît dans la mise en scène, en fait. Parce qu'il y a des moments qui sont purement symboliques, en fait, des moments de danse où il y a des personnages qui vont entourer le personnage principal et ceux qui gravitent autour d'elle et qui vont danser. Donc c'est vraiment très... on est un peu sur quelque chose de l'opéra, quoi, sur un ballet en fait qui se joue dans les rues de Montréal, quoi. Ça paraît totalement. Au début, je me suis dit, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Est-ce que le personnage voit ça aussi? Pourquoi il ne réagit pas? Et en fait, on voit que c'est un motif récurrent au fil de la saison qui vient vraiment renforcer en fait toutes les émotions qui traversent le personnage et qui montre en fait un petit peu, je pense, tout ce conflit interne qu'elle a et qu'elle n'arrive pas toujours à externaliser. Justement, c'est un peu aussi l'intérêt de la série. On l'a dit, il y a l'histoire autour des patients qui ont chacun une histoire qui nous est racontée au fur et à mesure. C'est presque une série hospitalière à un moment, c'est-à-dire, mais ça s'imbrique aussi avec l'histoire de ces deux personnages principaux, Suzanne et Mortimer. Ça marche bien, ça, Margot, leur histoire à eux? Ouais, leurs histoires à eux fonctionnent super bien. Encore une fois, ça crée des sous-intrigues, pas au sens où elles sont moins importantes, mais où elles s'imbriquent dans l'intrigue de l'hôpital. Des sous-intrigues absolument passionnantes, et ça révèle une complexité et donc une maîtrise dans l'écriture qui est assez dingue, parce qu'on a à la fois donc ces personnages de patients où il a fallu écrire, et elle s'est bien entourée, Florence Lompré, de psychiatres pour écrire cette série, pour écrire toute la complexité et avec beaucoup de finesse les pathologies mentales. Et de l'autre, il y a leurs histoires personnelles qui sont extrêmement riches. Donc Mortimer, ça tourne beaucoup autour de la relation qu'il entretient avec sa mère. Suzanne avec sa famille, parce qu'en fait, on l'apprend aussi assez vite, c'est une enfant adoptée dans une famille noire très aisée. Elle a énormément de mal à trouver sa place. Il y a sa relation avec sa mère, avec sa sœur, avec son père. Tout cela, en effectivement seulement 10 épisodes, arriver à parler de tout ça dans une mise en scène assez flamboyante, et qui, je pense, si l'écriture n'avait pas été à la hauteur, aurait peut-être été un peu too much. Il y a des fois, il y a quand même beaucoup de musique, il y a beaucoup de mouvements de caméra. Ça pourrait paraître un peu facile, et en fait, ce qui est génial, c'est que ça marche. On adhère complètement à ça, même à des séquences, effectivement, poétique, très symbolique, où on va passer une chanson qui parle de l'alcoolisme. Le personnage principal est alcoolique et elle va se suspendre au chandelier, ce qui est littéralement les paroles de la chanson de Sia, de Sia, Chandelier. Mais en fait, c'est tellement beau. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais pas autant pleuré et ri à la fois devant une série. C'est un peu tarte à la crème de le dire comme ça, mais vraiment, moi, je l'ai bingé. Je fais pas partie des gens qui ont un peu de mal avec c'est vrai que les thèmes sont lourds, mais moi j'étais tellement ravie de pleurer, j'adore pleurer devant des séries, j'entends. et franchement, c'est un régal. C'est une formidable raison de pleurer, Empathie, pour la résumer comme ça. C'est vrai que ça fait beaucoup, tout ce que tu dis, c'est vraiment une accumulation quand même. Si tu me dis sur le papier, alors dans cette série il y a tout ça, je me dis ah ouais. D'accord. Enfin, c'est vrai que d'autres se seraient sans doute pris les pieds dans le tapis à vouloir raconter trop de choses. Et en fait, ça dépasse, je trouve, le soap, qui est en soi un genre tout à fait respectable, mais vraiment, c'est d'une grande finesse, ce dont on peut peut-être un peu douter quand on dit de toute la richesse qu'il y a dedans. Effectivement, c'est peut-être ça l'équilibre, c'est qu'il y a des histoires quand même très lourdes et c'est pas plombant. Moi, je ne me suis pas sentie plombée. Il y a quand même je pense à la détenue dont le nom m'échappe, mais qui rentre dans l'hôpital au début de la série, qui a quand même une histoire terrible, enfin vraiment. Oui, et puis qui est très violente. Qui est très violente, rien ne nous est épargné dans son histoire, rien ne lui est épargné à elle. Il y a quand même des moments où on se dit, c'est pas évident à encaisser tout ça, mais on en ressort toujours, tu disais, il y a de la lumière un peu quand même qui ressort presque à la fin de chaque épisode, comme s'il fallait libérer aussi le spectateur. C'est ça, à la et fin, puis je trouve qu'on en sort quand même un peu grandi. Il y a quand même une bienveillance envers les personnages. Ça veut pas du tout dire qu'ils sont parfaits, loin de là, mais en fait, et le titre est très bien choisi, mais voilà, nous, on doit tester notre empathie, et en fait, je trouve que la série nous rend empathiques. Ce qui n'était pas gagné d'avance, parce que c'est quand même des criminels, j'ai dit tout à l'heure, qui ont fait des crimes. Ils n'ont pas juste volé des trucs dans un musée, par exemple, mais ils ont tué des gens. Il y a un pyromane, il y a une femme qui a assassiné des gens. Ils ont des vrais casiers judiciaires sérieux. Et on pourrait se dire, mais à quel moment on va s'attacher à des gens avec des parcours pareils? Et en fait, si, quoi. C'est ça qui est fou, non? C'est vrai, c'est parce que la série, justement, fait le choix de choisir l'empathie, de la montrer et de l'expliquer. Mais le seul personnage, je trouve, qui ne bénéficie pas, en fait, de ce traitement-là, c'est un personnage qui est, on dirait, un peu menteur compulsif, qui est soupçonné en fait de violence envers sa partenaire, donc envers une femme.
En fait, j'ai l'impression que la série est vraiment montrée à travers le regard de ce personnage-là principal, donc le personnage de Suzanne, qui veut voir le bien, en fait, dans ses personnages, veut voir. Et au début, on comprend que ce personnage-là, donc menteur compulsif, violent, elle lui laisse un peu le bénéfice du doute. Donc on se dit, est-ce qu'il va hériter du même traitement que les autres personnages pour qui on a tout de suite de l'empathie? Et au fil de la saison, on voit que pas du tout. Et c'est vraiment un peu l'anomalie, vraiment, sur ce paysage-là. Et c'est là qu'on se dit, en fait, on est vraiment à travers son regard. Et en fait, cet homme-là, elle n'arrive pas à avoir de l'empathie parce que justement, elle ressent que c'est une mauvaise personne. Et c'est pas, du coup, c'est pas une série qui choisit toujours d'être naïf. Oui, c'est pas béni oui, c'est pas naïf. On n'est pas là-dedans, c'est quand même ancré dans la réalité. Et c'est-à-dire qu'il y a des mauvaises personnes, mais il y a aussi des bonnes personnes qui ont besoin d'aide, qui font des mauvais choix. Et qui font des mauvais choix, souvent peut-être par des raisons de santé mentale. Oui, et puis c'est ce que ça montre, et ça c'est quand même pour moi la condition sine qua non quand on s'attaque globalement à des gens qui à un moment ont commis des actes terribles. Ça montre que les monstres ne sont pas des monstres, mais bien le produit d'une société qui est très mal à l'aise face à tout ce qui est déviant, au sens où ça dévie de la norme, y compris la norme de ce qu'est la bonne santé mentale. Et il faut bien des gens comme Suzanne et Mortimer pour essayer, c'est pas du tout de les excuser, mais effectivement de les accompagner, de les comprendre et surtout de les aider à rompre avec parfois ce cycle de la violence, de la paranoïa, de la peur. Margot, Empathie, il y a des gens qui avaient quand même senti le truc venir, puisqu'elle a été présentée à Série Mania cette année au Festival de série de Lille. Et elle était repartie avec le Grand Prix du public, qui est en général le signe qu'une série a un potentiel, puisque vaut mieux que le public l'aime que les critiques, entre guillemets, puisque si on veut qu'elle marche, en général, c'est plutôt le public qui est plus nombreux que les critiques à regarder. Est-ce que toi, à l'époque, quand tu l'as vue, donc c'était en mars, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait. Est-ce que toi, tu avais déjà décelé un peu le potentiel de cette série au-delà de ces qualités qu'on vient d'évoquer? Oui, complètement. Parce que je l'ai vu pas du tout chez moi avec des liens de visionnage, mais vraiment en salle, donc avec le public. Et en fait, on a vu 2 épisodes et il y avait énormément de réactions, à la fois des rires francs et en même temps, à la fin du 2e épisode, moi j'ai vu des gens sortir. Clairement, ils avaient pleuré. Et donc, c'est quand même excellent signe. J'étais entourée de 2 confrères, consoeurs, donc, qui incarnent la critique, qui sont sortis comme moi, enchantés. Et on a bien senti que le public réagissait super bien. Et en plus, l'équipe était hyper sympa. Donc voilà, gros potentiel. Pour préparer l'émission, j'ai écouté une interview de Thomas Njijol qui joue donc Mortimer dans la série, qui était un peu interrogé justement sur le succès un peu phénomène de la série, qui est beaucoup reprise sur les réseaux, qui a eu une petite notoriété alors que c'est pas franchement un casting de star ou autre. Et on lui disait, pourquoi elle fonctionne, quoi. Pourquoi est-ce qu'en France les gens s'intéressent autant? C'était une interview à la télé canadienne en plus, je crois. Il disait c'est parce qu'en France on est des connards. Et que cette série elle vient nous prendre un peu à rebrousse-poil. C'est-à-dire que ça paraît, c'est ce qu'on disait, ça paraît un peu presque naïf parfois de se dire voilà, c'est des criminels mais on peut les aider, on peut les sauver. Et le fait de raconter ça, nous on est presque, on n'y croit pas de base, quoi. Et donc ça nous prend à rebrousse-poil. Il disait ça nous titille un peu de se dire tiens, mais ça peut-être que on peut aller plus loin que notre statut de Français qui voit le mal partout, qui est un peu fermé, voilà, alors qu'effectivement c'est une mentalité aussi plus canadienne, plus québécoise, plus ouvert vers les gens, de plus s'ouvrir en tout cas de façon sociale avec les gens qui nous entourent. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, déjà, le cynisme des Français, je pense qu'on n'a pas à le répéter. Mais cette série, je trouve qu'il y a au final quelque chose d'un peu radical en fait derrière, de vouloir montrer cette empathie-là. Surtout aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression en 2025, la série est sortie aussi plus tôt cette année. Je crois la diffusion était pareil 2025 en début d'année sur Crave, donc la plateforme de streaming sur laquelle elle est diffusée au Québec. Ouais. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, le monde va mal, quoi. Et j'ai l'impression que tout le monde est d'accord sur ce constat pour des raisons très différentes, mais à tous les niveaux. Et en fait, c'est très facile de voir le verre à moitié vide. Et notamment quand on est français, je pense. Et d'avoir une série qui te tire un petit peu vers l'eau et qui te dit non, mais il y a quand même du bon à voir. Et bon, elle le fait de manière par la fiction, quoi, à travers ces personnages-là qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'être aidés dans cet institut psychiatrique. C'est une manière d'envoyer un message en disant regardez, non, il y a quand même espoir, et c'est pas parce que tout est noir, c'est pas parce que les réseaux sociaux peuvent être plombants que en fait il faut baisser les bras. Et c'est une série qui en filigrane est politique par ce geste-là. Est-ce qu'elle a su peut-être aussi capter l'ère de l'époque? Ça parle de santé mentale, ça parle des proches aidants aussi, notamment. C'est des thématiques qui sont devenues aujourd'hui hyper
répandue dans la société. Tout le monde se rend compte qu'il va falloir à un moment ou à un autre consulter un psy pour des problèmes auxquels il y a 10 ans on n'aura même pas pensé. Les jeunes aujourd'hui ont des vrais soucis de santé mentale, on n'arrête pas d'en parler dans le pays. Les proches aidants, c'est devenu un vrai sujet. Tout le monde se rend compte qu'avec l'âge, la durée de vie qui augmente, il va falloir s'occuper de son père, sa mère, etc. Est-ce que c'est ça aussi qui fait peut-être qu'aujourd'hui elle résonne tant auprès des gens qui la regardent en France et qui s'en font l'écho sur les réseaux, justement, de la mettre en avant? Oui, je pense. Je pense effectivement, comme on en parle beaucoup, et qu'on commence, ça fait quand même quelques années, y compris en France d'ailleurs, qu'on commence à avoir des séries qui abordent la santé mentale loin des clichés, parce qu'en fait, le problème, c'est que la santé mentale, elle irrigue le cinéma et les séries depuis très longtemps, et elle a façonné, en fait, notre imaginaire pas toujours de la bonne façon. Le meilleur exemple, c'est Rain Man, où tout le monde imagine qu'aujourd'hui, les personnes avec un trouble du spectre autistique, elles sont toutes capables de compter des cartes. Et elles ne parlent pas trop. En fait, et donc, on voit que ces représentations, elles façonnent notre imaginaire, donc qu'elles sont importantes. Et aujourd'hui, on a un retour de balancier très bienvenu pour essayer de rectifier en fait, ce qui a été mal montré pendant des années. Donc, c'est effectivement le miroir d'une préoccupation sociétale, mais aussi, au sein des fictions, une volonté de rectifier un peu le tir. Est-ce qu'on peut la rapprocher de En thérapie? Moi, quand je l'ai regardée, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Série qui avait connu un phénomène, série qui était sur Arte à l'époque, phénomène réseaux sociaux aussi. Tout le monde se passait le mot de cette série qui faisait du bien, qui nous mettait face à nos traumas ou nos petites blessures qu'on pensait bien enfouies. Est-ce que c'est comparable pour vous? Ou on est sur deux... Moi, pas tout à fait. J'ai l'impression que c'est un complément en thérapie, parce que c'est vraiment un autre type de thérapie, justement, en fait. Parce que là, c'est quand même des patients, enfin, c'est des cas quand même spécifiques, particuliers, qui demandent du coup un soin particulier, une adaptation différente. Oui, on s'identifie quand même moins aux patients de cet hôpital qu'aux patients d'en thérapie. On ne va pas forcément se retrouver dedans, mais en tout cas, je pense que c'est important aussi de montrer qu'il y a en thérapie qui existe, et cette thérapie peut-être un peu plus classique, et la vision qu'on a aujourd'hui de la thérapie, et heureusement, mais de montrer en fait qu'il y a aussi cette thérapie-là qui peut être beaucoup plus justement dans l'apathie, dans l'écoute, dans le soin, en fait, et dans vraiment plus de douceur. Quelque chose qui est un peu plus... Là où les séries se rejoignent, en fait, finalement, je pense que c'est sur ce propos de valorisation de l'écoute et du temps. Ces deux séries, dans un genre différent, mais 10 épisodes d'1 heure, en réalité, aujourd'hui, la plupart des séries, c'est moins. Oui. Et En thérapie, c'était pas du temps réel, mais quasi, avec que des gens qui parlent. Donc, c'est deux séries qui sont capables de prendre leur temps pour essayer de traduire justement le temps que ça prend d'aider, et qui traduisent aussi vraiment l'importance de l'écoute dans la prise en charge de la santé mentale, que ce soit chez des gens qui sont traumatisés ou des gens qui ont des vraies pathologies comme dans Empathie. Un mot, Margot, sur Florence Lompré, qui est donc la créatrice d'Empathie, qui incarne aussi Suzanne, donc le personnage principal dans la série. Je pense que beaucoup, moi y compris, l'ont découvert avec cette série, mais c'est une autrice qui a un nom au Québec, tout à fait. Depuis quelques années, est devenue l'une des principales créatrices de séries au Québec. Exactement, elle a 42 ans, et en fait, elle a fait 3 séries avant Empathie. Elle a fait M'entends-tu, Audrey est revenue et Le Temps des Framboises. Alors, Le Temps des Framboises et Audrey est revenue sont 2 séries qui ont obtenu des grands prix dans des festivals. Audrey est revenue a quand même obtenu un grand prix à Cannes Série. Donc, elles ont été reconnues, mais on a toujours un problème de distribution. Donc ça, c'est un peu ce qui fait que Florence Lompré est, selon moi, pas aussi connue et célèbre et célébrée qu'elle devrait l'être. Mais c'est vraiment une excellente showrunneuse, parce qu'arriver à produire comme ça 4 séries très bien écrites, où il y a vraiment très souvent de la comédie, mais aussi du drame, donc avec cet équilibre dans le mélange des genres aussi, et sur des sujets totalement différents. Le Temps des Framboises, ça se passe au Québec sur une exploitation agricole où une veuve est obligée de reprendre l'exploitation, enfin rien à voir avec Empathie, et vraiment elle a des qualités d'écriture et d'interprétation par ailleurs qui sont assez dingues. Je crois qu'elle commence à se faire repérer, parce qu'il me semble que Audrey est revenue avait été diffusée par Canal+, je crois. Oui. Et c'est donc Canal+ qui diffuse à nouveau Empathie. Il me semble que Canal+ est même allé produire une partie d'Empathie, ou en tout cas a mis un peu au pot, puisque il y aura a priori une deuxième saison. Il y aura, c'est même sûr, une deuxième saison. Canal commandé direct, c'est ça qui est fou aussi. Canal+ a cru au potentiel de
de cette série et le Québec a cru au potentiel de cette série de manière générale. Donc on est content. On est ravis. Il y a des très bonnes séries qui sont renouvelées. J'ai aussi envie de dire, j'espère qu'Empathie et le succès de la rencontre-là va ouvrir la voie à plus de place pour les séries québécoises en France, en fait, parce qu'il y en a plein. Et justement, c'est Empathie, moi, ça a attisé ma curiosité. Je me suis dit, mais j'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils font d'autre, en fait, comme production. Et il y en a tellement. Et quand je vois les pitchs, je me dis, ah oui, ok, ça, c'est intéressant. Et on n'a pas ça en France. Et on n'a pas ça aux États-Unis non plus. En fait, c'est vraiment quelque chose, une proposition un autre pays qui de est... série avec d'autres propositions qui peuvent être vachement intéressantes. Moi, j'ai beaucoup aimé Empathie aussi. Voilà, je me rejoins à vos deux avis. Je vais juste faire une petite session de Duolingo, je pense, avant de me lancer dans d'autres séries, parce que le québécois a beau être en grande partie du français. Il y a des accents, il y a des mots qui sont pas les mêmes. Moi, j'ai eu quelques scènes que j'avoue que... Attends, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Moi, rembobine un peu de... Ouais, mais moi, c'est comme une série comme Industrie qui se passe dans le monde de la finance. Il y a des moments où j'accepte il faut traduire, de laisser passer. Le lâcher prise. Bon, il a dit un truc sur le soin. Bon, voilà, c'était très bien. Puis... Mais voilà, allez regarder, foncez vraiment, allez voir Empathie. C'est disponible entièrement, les 10 épisodes sur MyCanal maintenant. Ne ratez pas cette série qui est vraiment peut-être la série de l'année. Il nous reste encore quelques mois. On fera nos classements dans 2 mois, mais... à mon avis, elle sera dans vos tops respectifs assez haut placés. Indéniablement. On ne va pas spoiler, mais vous en doutez maintenant. Et si je rappelle, voilà, je vous renvoyer vers le podcast de l'Association des critiques de séries aussi, dont vous faites tous les deux partie, et moi aussi, voilà, il faut le dire. Puisque si vous voulez prolonger la discussion autour d'Empathie pour encore plus plonger dans la narration de cette série, les personnages, etc., et que vous n'avez pas marre de Margot et Florian qui sont dans ce podcast, voilà, allez écouter. Donc ça s'appelle Un épisode et j'arrête. Le dernier épisode était consacré à Empathie. Mais restez encore avec nous quelques minutes. On va passer, nous, à nos séries de la semaine. Deux invités, 2 séries pour occuper vos soirées. C'est les vacances en plus en ce moment, donc on a normalement un peu plus de temps pour les gens qui nous écoutent. Premier conseil, Margot, avec une autre série primée à Sérimania cette année, décidément. Cette fois, c'était pour le scénario. C'est The Deal, coproduction internationale, européenne, à voir sur Arte. Exactement. Alors, on change d'ambiance par rapport à Empathie. Donc, tout ça se passe, c'est notamment une coproduction franco-suisse, mais pas que. Et tout ça se passe en Suisse. En 2015, il y a eu un rendez-vous international pour trouver un accord autour du nucléaire iranien. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est chiant. Ne partez pas. Et je comprends. Et sachez que Jean-Stéphane Bron, qui est donc le showrunner de cette série, le co-scénariste, le réalisateur, adore les sujets chiants. Il a fait un documentaire sur le permis de conduire en Suisse, quand même. Okay. Mais ce qui est génial, c'est justement d'arriver à sublimer les sujets chiants. Et donc, en fait, on va rentrer dans l'hôtel dans lequel se déroulent ces négociations entre, globalement, l'Iran et les États-Unis, et après, il y a tout un tas de pays autour, via un personnage qui est chargé du protocole et qui va assez rapidement monter en grade. Et en fait, ce qui est assez passionnant, c'est que donc tout se passe, c'est vraiment de la géopolitique de moquette, comme je dis. Tout se passe dans des couloirs et des salles un peu cosy, machin. Et il faut arriver à rendre compte de la tension entre ces personnages. Par ailleurs, le casting est génial, notamment. Donc il y a des acteurs iraniens, évidemment, et il y a des actrices britanniques qui font des américaines, mais elles sont top. Et en fait, c'est la magnifique Verle Bettens qui joue, qui est donc belge, elle, et qui joue le rôle principal. Et en fait, ce qui est génial, c'est d'arriver avec une mise en scène d'une précision extraordinaire à créer de la tension dans un huis clos. Par ailleurs, donc la série est très bien écrite. Elle est écrite, Jean-Stéphane Bron, avec Alice Vinocourt, qui est une de nos fiertés nationales au cinéma également. Et donc, à arriver à imbriquer les histoires intimes de chacun. On voit, notamment chez les dignitaires iraniens, que chacun se positionne face au régime de façon différente et qu'ils ont des intérêts personnels. Il y en a un qui veut faire libérer sa fille de prison parce qu'elle est en train de manifester contre le régime et tout ça. Et par ailleurs, donc tout cet intime avec la grande géopolitique. Et par ailleurs, moi, il y a quelque chose que je trouve très actuel, parce qu'on pourrait dire pourquoi est-ce qu'on parle du désaccord du nucléaire iranien qui date d'il y a 10 ans. Et c'est là où je trouve que la série est très intéressante à regarder aujourd'hui. C'est que c'est vraiment... En fait, on nous raconte un monde qui a l'air de ne plus exister, un monde où on a d'énormes différences, mais où on est encore capable de faire des compromis en politique, où il y a de la discussion. Et alors, ça fait un peu le monde perdu, mais c'est très actuel. Mais c'est très actuel de voir ça, je trouve. Et par ailleurs, on reparle du nucléaire iranien. C'est un des sujets, exactement, un des 150 000 sujets évoqués par Trump dans ses tweets
quotidien en général. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de résonance avec l'actualité, mais il y a aussi, je trouve, vraiment la valorisation d'un modèle de politique qui a tendance à se perdre. Et ça vaut le coup donc de se plonger dans The Deal. Il y a 6 épisodes en plus, donc c'est pas très long. C'est pas très long et c'est très dynamique en fait. Et voilà. Et tentez le coup de The Deal. Donc c'est dispo en plus, c'est gratuit, c'est sur arte.tv et c'est sur la chaîne YouTube d'Arte. Donc voilà, c'est une série gratuite. Profitez-en. Quand c'est gratuit, c'est toujours meilleur de toute façon. Et on termine avec toi, Florian, une série française dont Benoît Lagarde nous avait déjà touché un mot pendant l'émission sur le festival de La Rochelle. C'est Bistronomia. Ouais, qui est aussi gratuite. Le premier argument est là. Même pas besoin de payer quand vous nous recommandez des séries. Non, Bistronomia, donc c'est une série dispo sur France.tv, 9 épisodes. Et donc on est en 2005, en France, dans le monde de la restauration, où ces 3 jeunes vingtenaires qui en ont un peu marre en fait, de ce milieu-là, qui est gangréné par des chefs qui font tout et n'importe quoi, qui ont laissé passer... sans limite et qui veulent réinventer en fait la gastronomie et la rendre aussi plus accessible en fait. Donc il y a un enjeu d'enlever toute la lutte des classes en fait qu'il peut y avoir et de proposer une nourriture différente. Donc ils vont se lancer dans un projet, ouvrir un restaurant et voir si ça marche. Donc c'est les débuts de la bistronomie qu'on a encore aujourd'hui. Je l'ai adoré, je l'ai regardé d'une traite. Pour le coup, pareil, toi c'était avec Empathie, moi c'était avec Bistronomia, où ça se regarde assez vite, les épisodes durent une vingtaine de minutes à peu près, donc il y en a 9, c'est facilement une demi-journée, voilà, le dimanche c'est parfait, c'est impeccable. Ce que j'ai adoré, c'est un petit détail, mais qui pour moi en fait n'en est pas un du tout, c'est que les personnages féminins, donc il y en a 2 vraiment principaux, il y a une amitié qui se crée entre elles, et aussi avec beaucoup de conflits, parce que forcément lancer un restaurant c'est un projet ambitieux, où il peut y avoir des sources de tension. Qui ne sont pas embarqués dans des histoires amoureuses en fait. Et je trouve ça hyper rare en fait de le voir dans la fiction française où c'est donc des persos de femmes qui peuvent exister au-delà de ça. Donc c'est juste leur ambition en fait qui prime. On pourrait penser à The Bear sur le papier. Est-ce que c'est l'anti-The Bear du coup ? Pour moi oui, parce qu'en fait The Bear glorifie mine de rien quand même en fait toutes les dynamiques toxiques. Une émission là-dessus justement. Ouais, ça les met quand même pas mal en avant, ça les justifie au nom du génie culinaire qu'on veut mettre en avant, alors que Bistronomia, au contraire, elle veut les interroger, un peu déboulonner en fait ces grandes figures de la cuisine française et montrer qu'en fait, non, il y a une autre possibilité. Et voilà, on espère qu'il y aura une saison 2. Quand même. Et c'est une série très courageuse sur justement la description des violences. C'est rare de le voir. Et tous les types de violences, pour le coup, physique, verbal, sexuel. Et c'est fait avec beaucoup, comme tu dis, beaucoup de finesse. En fait. Il y a quelque chose qui est pas grossier dans la manière dont c'est abordé. Je valide Bistronomia. Et c'est une équipe aussi de femmes derrière, il faut le préciser. C'est Marie-Sophie Cambon qui l'a créée. À l'écriture aussi, c'est 4 femmes, Judith Havas, Anaïs Carpita et Camille Pierrard. C'est important de les citer quand même, parce qu'il n'y en a pas non plus des masses encore dans la série française, donc c'est important de les pousser. Et elles ont fait aussi beaucoup de travail en fait, pour créer cette série, une vingtaine d'interviews avec des chefs, pas mal aussi d'insertions en fait, dans des cuisines, pour apporter au mieux ce que c'était à cette époque-là, en 2005. Et ça fait plein de bonnes raisons d'aller voir Bistronomia. En plus, si comme moi, vous en avez marre de The Bear, vous n'avez plus aucune envie de regarder cette série, ça peut faire un bon contre-programme. Voilà, c'est dispo sur, tu l'as dit, la plateforme France.tv. C'est gratuit, à 9 épisodes de 20 minutes. Foncez, regardez ça pendant les vacances. Merci Florian. Florian Caisse, je rappelle qu'on peut lire tes articles dans le magazine et sur le site de Tétu. Et merci Margot Barallon. Merci. Toi, on te lit donc, je le disais, sur le site du Monde, dans le magazine, enfin dans le quotidien du Monde, et dans 3 couleurs. Voilà, entre autres. Et aussi dans 57 autres titres de presse qu'on n'aura pas le temps de citer, car l'émission touche à sa fin, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Allez lire en tout cas le travail de ces 2 excellents journalistes. C'est important d'avoir une presse culture qui marche dans ce pays. Et si vous êtes arrivé en cours de route, eh bien l'émission, elle est à revoir comme toutes les autres en replay sur le site de Tech & Co. Elle est dispo sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Vous avez l'habitude. Moi, je vous dis non pas à la semaine prochaine, parce que c'est les vacances, c'est aussi les vacances pour moi, mais à dans 2 semaines pour l'épisode suivant.